Good Morning Business, le grand entretien. 8h19, notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Pascal Lamy. Bonjour, Bonjour, vous êtes l'ancien directeur général de l'OMC, ancien commissaire européen pour le commerce, président émérite de l'Institut Jacques Delors. On va parler évidemment commerce mondial avec deux gros morceaux, Donald Trump et le Mercosur. Commençons par Donald Trump, puisqu'il a annoncé hier des droits de douane sur les produits venant de Chine, mais aussi du Canada, du Mexique, des décisions qu'il justifie par la crise liée aux opiacés et à l'immigration. Comment vous lisez, vous, Pascal Lamy, le Donald Trump? Est-ce qu'il a raison de tout lier aux questions commerciales? Non. Non, mais c'est ce qu'il prétend faire, alors que je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il fera. Mais comme vous savez, c'est un transactionnel profond, et donc c'est du genre à dire... soit vous payez, soit je vous envoie mes gros bras, un peu à la manière mafia. Alors qu'est-ce qu'il va faire là? Soit effectivement il applique des droits de douane de 10 ou 20% sur le reste du monde, de 60% sur la Chine, dans l'objectif avoué de réduire le déficit de la balance commerciale américaine, ce qui n'a aucun sens, parce que le déficit commercial de la balance américaine n'est pas fait de questions commerciales, mais de fait de questions macroéconomiques. Simplement, les Américains épargnent peu et consomment beaucoup. Bon. Soit il fait ça, auquel cas ça va renchérir la vie aux États-Unis, auquel cas ça va faire monter l'inflation, auquel cas ça va faire monter les taux d'intérêt, et on va tous dérouiller, non pas à cause de mesures commerciales, mais à cause de l'impact de ces mesures commerciales sur les États-Unis et l'effet sur les taux d'intérêt en général. Ça, c'est la première hypothèse. C'est la raison pour laquelle j'y crois pas beaucoup. Parce que même s'il commence dans cette direction, Wall Street est quand même assez puissant sur le président des États-Unis pour lui faire comprendre que ça fait pas beaucoup de sens. Donc, mon hypothèse... Je ne suis pas sûr d'avoir raison, parce que, comme vous le savez tous, il se professe comme le champion de l'imprévisibilité. Donc c'est toujours un peu difficile de commenter ce que va faire le champion de l'imprévisibilité. Mon hypothèse, c'est qu'il va se servir de ça pour négocier autre chose. D'ailleurs, ce que vous citez, c'est-à-dire ce qu'il a annoncé hier sur le Mexique et le Canada, ça n'a rien à voir avec les droits de douane. Il dit que c'est à cause de l'immigration et à cause du trafic de drogue. Mais par définition, le trafic de drogue, ça ne paie pas de droits de douane, et les immigrés, ils ne paient pas non plus un ticket illégaux, ils ne paient pas non plus un ticket pour passer la frontière. Donc, on voit bien que ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de relation entre les droits de douane et le trafic de drogue ou l'immigration, mais il va s'en servir pour dire aux Mexicains... Contrôlez-moi ces immigrés qui arrivent chez moi, et aux Canadiens, mettez des barrières aux produits chinois qui n'arrivent pas chez moi à cause des droits de douane, mais qui arrivent chez vous, mais qui arrivent aussi chez moi, parce qu'on est dans une zone de libre-échange tous les trois avec le Canada, et ça, bon, c'est probablement... Et donc, ce qu'il faut d'un certain point de vue comprendre, c'est que le NAFTA, c'est cet accord commercial entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, c'est une zone de libre-échange, mais c'est pas une union douanière. Ils ne pratiquent pas les mêmes droits de douane, chacun, et donc ceux qui rentrent dans un pays rentrent dans le reste, mais c'est incohérence en quelque sorte, et il met le doigt dessus. Mais quand même, Pascal Lamy, on voit qu'avec ses premiers coups de poing, vous l'avez dit, il négocie comme ça. Donald Trump, il met d'abord un coup de poing, puis ensuite il discute. On voit qu'il commence à détricoter ces zones de libre-échange. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui à l'aune d'une guerre commerciale mondiale? Parce que ce qu'il annonce sur le Canada, sur le Mexique, il l'annonce aussi sur la Chine et demain sur l'Union européenne. Je reviens à mes deux scénarios. Si c'est le premier cas, ça aura un impact sur l'économie mondiale, mais plutôt sur l'inflation. Au travers des taux. Voilà, et les taux d'intérêt. Et franchement, il y a beaucoup de pays sur cette planète qui sont un peu tangents sur le plan financier, et une hausse des taux d'intérêt. Si c'est le dollar qui mène la danse, je parle, mettons, de pays en voie de développement, laissons de côté le monde industrialisé qui est le nôtre. Bon. Donc moi je pense que ça va plutôt être du transactionnel, et donc ça ne fera pas, ça ne va pas faire un incendie, pour peu que les membres de l'OMC qui demeurent à l'OMC, étant entendu que les Américains sont de fait en train d'en sortir,
se comportent conformément aux engagements qu'ils ont pris les uns vis-à-vis des autres. Et pour l'instant, c'est plutôt ça qui se passe. Quand vous dites c'est transactionnel, c'est-à-dire que vous dites à la fin, il va réussir avec un accord avec la Chine, c'est-à-dire qu'il finira par faire du golf avec Xi Jinping en disant great guy, en ayant eu un accord sur, par exemple, l'ouverture du marché chinois plus qu'il n'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller vers ce genre de scénario. C'est ce qu'il a fait la dernière fois, sauf qu'il s'est fait rouler par les Chinois. Bon, parce que c'est quand même pas un négociateur très 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 précis sur ces grandes questions qui sont, croyez-moi, souvent assez complexes. Mais je pense que vous avez raison. Oui, c'est comment dire, c'est une sorte de jeu. C'est une sorte de jeu. On fait les gros bras. Moi, je vais vous régler ce problème. Ça marche pas. Il a fait ça la dernière fois dans tout un tas de domaines. Dans l'ensemble, ça a quand même foiré. Et le commerce mondial n'a pas reculé. C'est vrai que et le commerce mondial n'a pas reculé, vous avez absolument raison, ni d'ailleurs le déficit commercial américain. Absolument. Par contre, les ménages américains les plus pauvres, qui eux ont tendance à acheter des produits moins chers, qui sont ceux qu'on importe aux États-Unis plutôt que ceux qu'on produit aux États-Unis, c'est eux qui trinquent. Pascal Lamy, vous parliez des règles de l'OMC tout à l'heure, mais l'OMC sans les États-Unis, qu'est-ce que ça vaut encore ? Est-ce qu'on respecte aujourd'hui encore les règles de l'OMC ? C'est une question qui était totalement taboue de mon temps, si je puis dire. Ouais. Quand j'étais DG de l'OMC ou quand j'étais commissaire au commerce. Mais aujourd'hui, c'est plus une question taboue, parce que de fait, les Américains sortent. Ils ont contracté des tas d'engagements comme tout le monde à l'OMC. S'ils collent un droit de douane de 10% ou de 20% partout, c'est complètement contraire aux engagements qu'ils ont pris. D'ailleurs, M. Biden a pris des mesures, par exemple, ces subventions à l'industrie automobile et à l'énergie verte, qui, dans un certain nombre de dispositions, sont contraires à l'OMC. Alors, les Européens, et d'ailleurs je n'étais pas d'accord avec ça, n'ont pas voulu attaquer les Américains à l'OMC parce que on a considéré que comme on se battait ensemble à côté de l'Ukraine, ça ferait mal dans le tableau. C'est un argument qui se défend. Mais il y a une OMC qui fonctionne entre tout le monde sauf les Américains. En France, pendant ce temps-là, on discute du Mercosur. Nous aussi, on parle de commerce mondial. Hier, c'était en débat à l'Assemblée. 184 voix contre, 70 pour. Tout le monde va dans le sens du gouvernement. Comment vous regardez les débats sur le Mercosur ? Est-ce que ça vous fait souffrir ? Non, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais bon, d'abord, il n'y a pour l'instant pas d'accord. Donc le Parlement français vote sur quelque chose qui n'existe pas. Par ailleurs, ce n'est pas le Parlement français qui est compétent en la matière, c'est le Parlement européen et le Conseil des ministres. S'il doit y avoir un accord avec le Mercosur, ce que personnellement je souhaite pour un certain nombre de raisons, c'est plutôt un bon accord pour les Européens et même un accord correct pour l'agriculture française, mais disons, ce n'est pas l'opinion de la majorité des parlementaires. S'il doit y avoir un accord à un moment, ça ira au Parlement européen, où on vote à la majorité, ça ira au Conseil des ministres, où, si la France veut s'opposer à ça, il faut qu'elle réunisse une minorité de blocage avec 4 États membres représentant plus de 35% de la population. Là, pour l'instant, là, on a la Pologne qui se met de notre côté. Alors, ouais, enfin, la Pologne, attendons de voir. Hein. Parce que le problème de la Pologne, c'est pas le Mercosur. Le problème de la Pologne, c'est l'Ukraine. Et on pourrait imaginer assez facilement que la Pologne se mette en position de négociation pour dire aux Français j'ai vraiment besoin de vous pour vous m'aider à limiter les importations ukrainiennes que nous avons généreusement offert aux Ukrainiens, ce qui d'ailleurs se défend compte tenu de leur situation épouvantable. Et donc, moi, derrière tout ça, il peut y avoir des positions tactiques, donc je ne suis pas sûr que la position de la Pologne ne cède pas si quelqu'un leur dit, par exemple à la Commission européenne, qu'on peut peut-être faire quelque chose pour les poulets ukrainiens. Donc je ne suis pas sûr de ça. Bon. Et de toute façon, mon sentiment personnel, c'est que tout ça, c'est pas le problème du Mercosur. Pourquoi vous dites que c'est un bon accord ? Parce que c'est un accord qui profitera à l'Union européenne, qui a déjà une bonne place dans ce domaine. Il ne faut pas laisser les Chinois occuper complètement l'Amérique latine.
Comme d'ailleurs l'accord avec le Canada que la plupart des parlementaires français détestent, alors qu'il est en vigueur depuis 3 ans et qui donne d'excellents résultats. Même dans l'agriculture, il y a des secteurs de l'agriculture française qui vont gagner. Toute la partie vin, spiritueux, indications protégées, fromage. Bon, il y a un problème sur la viande de bœuf qui est, à mon avis, parfaitement circonscrit parce que ce qu'on ouvre sur la viande de bœuf, ce sont des quotas, certaines quantités sur lesquelles les droits de douane vont baisser, et puis après, si on dépasse la quantité, pof, le droit de douane... 1,2% de la consommation européenne. Bon, merci de donner ce chiffre. Un steak par an, c'est ça? Un steak. Donc, mon opinion, pour ce qu'elle vaut, c'est que le vrai problème, c'est l'agriculture française, son malaise. Les agriculteurs français sont mécontents. Pourquoi ils sont mécontents? Parce qu'ils sont en train de perdre des parts de marché partout, surtout en Europe. Et ça n'a rien à voir avec le Mercosur. Là où la France perd des parts de marché alors qu'elle était la première puissance agricole, c'est sur le marché européen. Et ça, c'est un problème de compétitivité de l'industrie agroalimentaire française. Il faut arrêter de peser au contraire de leur compétitivité. Il y a derrière tout ça un problème d'adaptation du modèle agroalimentaire européen, sur lequel d'ailleurs l'Institut Jacques Delors de Bruxelles travaille d'arrache-pied. Mais le fond du problème, c'est le gros malaise, compréhensible de mon point de vue, de beaucoup d'agriculteurs qui voient bien qu'ils ne sont plus là où ils étaient, du point de vue de leur marge, du point de vue de leur production, il y a 10 ou 20 ans, parce que la politique agricole française, et c'est pas vrai pour les Allemands, c'est pas vrai pour les Belges, c'est pas vrai pour les Italiens, ce sont les Français qui ont amoché la politique agricole française. Merci beaucoup Pascal Lamy d'être venu ce matin.